Chapitre 1. Arrête-toi un instant. Ferme les yeux et écoute avec l'âme ouverte. Ceci n'est pas un livre de plus sur la pensée positive. C'est un manuscrit caché de Joseph Murphy, où il révèle comment il a découvert le pouvoir de l'esprit subconscient. Car oui, ce message n'est pas destiné à tout le monde. Il est pour celui qui a tout essayé, mais qui porte encore des blocages invisibles, des peurs déguisées en logique, des culpabilités qui sabotent la foi, et une voix intérieure qui demande « Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour moi ?» Ce livre répond à cela, et à bien davantage. Ici, tu ne trouveras pas de théorie. Tu trouveras une révélation, un guide, étape par étape, intime, direct et puissant, pour que tu comprennes que ton esprit subconscient est bien plus qu'un simple fichier mental. C'est le canal à travers lequel Dieu crée ta vie. Joseph Murphy l'a dit de nombreuses fois. Mais dans ce manuscrit, il le dit comme jamais auparavant, sans censure, sans académisme, sans peur, seulement la vérité nue. Au fil de ces chapitres, tu découvriras pourquoi tes pensées les plus subtiles façonnent ton monde, comment ton subconscient répond à chaque émotion, et non à chaque mot, quelles erreurs invisibles bloquent ta manifestation, et comment activer le pouvoir créatif qui dort en toi. Écoute attentivement. Ressens chaque phrase, et si possible reviens-y plus d'une fois, car entre chaque ligne se trouvent des codes semés pour éveiller quelque chose en toi. Joseph Murphy ne parle pas depuis le passé, il te parle depuis ton intérieur. Je me souviens de cette nuit d'hiver, dans mon cabinet de New York. La ville dormait sous un manteau de neige, tandis que je contemplais le feu de la cheminée, observant les flammes danser en des motifs qui semblaient dotés de leur propre intelligence. C'est alors que je compris, avec une clarté cristalline, nous ne sommes pas seuls à l'intérieur de nous-mêmes. Il existe un gardien, un observateur silencieux, qui enregistre chaque pensée, chaque émotion, chaque mot chuchoté dans l'intimité de notre esprit. Cela fait des décennies que j'étudie ce phénomène, et aujourd'hui je me permets de le partager comme une confession intime. Ce n'est pas une théorie académique de plus, c'est la révélation d'un pouvoir que nous possédons tous, mais que peu comprennent réellement. L'esprit subconscient, cet océan vaste et profond sous la petite île de notre conscience. Ce que la majorité ignore, c'est que 95% de nos actions, réactions et décisions ne proviennent pas de notre esprit conscient, mais de ce puissant gardien intérieur. Tandis que j'écris ces lignes, je ressens la responsabilité de révéler ce que j'ai appris, après avoir observé des milliers de vies transformées par la compréhension de cette vérité simple. L'esprit subconscient est comme un jardin fertile qui ne discrimine pas les graines qu'il reçoit. Il ne juge pas, ne raisonne pas, ne débat pas. Il accepte simplement et fait croître ce que nous y plantons. Voilà le secret que les anciens sages connaissaient, et que la science moderne commence à peine à reconnaître. Tes pensées répétées, imprégnées d'émotions, sont des ordres directs adressés à ce gardien intérieur. Permets-moi de te raconter quelque chose que je n'ai jamais inclus dans mes conférences publiques. En 1942, je rendis visite à une femme atteinte d'une tuberculose avancée. Les médecins l'avaient condamnée. Son visage, pâle comme la cire, reflétait la souffrance de celle qui a perdu tout espoir. Assis à son chevet, je pris sa main et je m'adressai non pas à elle, mais à son gardien silencieux. Pendant des heures, je lui soufflai des images de poumons sains, d'une respiration pleine, d'une vie renouvelée. Je lui demandais de visualiser la perfection divine coulant à travers chaque cellule de son corps, tandis qu'elle dormait. 3 mois plus tard, les médecins furent stupéfaits. Les radiographies montraient des poumons notablement améliorés. 6 mois plus tard, elle fut déclarée totalement guérie. Un miracle? Non. Simplement la loi naturelle de son esprit subconscient, répondant à une nouvelle programmation. Chapitre 2. La vérité que peu comprennent est celle-ci. Ton esprit subconscient contrôle chaque fonction de ton corps, chaque voguement de cœur, chaque respiration, chaque processus biochimique. Mais cela va bien au-delà. Il gouverne aussi tes expériences, attire les personnes et les circonstances qui correspondent à ta programmation intérieure et détermine la manière dont tu perçois la réalité elle-même. Observe ta vie un instant, tes relations, ta situation économique, ta santé, tes peurs et tes joies. Rien de tout cela n'est accidentel. Tout est le reflet exact de ce que ton gardien silencieux considère comme vrai à ton sujet et au sujet du monde. Si tu crois profondément, avec une conviction émotionnelle, que la vie est une lutte constante, ton subconscient orchestrera des événements
et attirera des personnes qui confirmeront cette croyance. À l'inverse, si tu nourris l'idée que tu mérites l'abondance et l'amour, ce même pouvoir travaillera sans relâche pour manifester cette réalité. Au fil de mes années de recherche, j'ai découvert que l'esprit subconscient ne fait pas de distinction entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Voilà la clé d'or que peu connaissent, et encore moins utilisent. Lorsque tu visualises intensément un désir accompli, en imprégnant cette image mentale d'une émotion authentique, ton subconscient l'accepte comme un ordre et commence à travailler 24 heures sur 24 pour la matérialiser. Une nuit, alors que je contemplais les étoiles dans le jardin de ma maison, j'eus une révélation qui transforma ma compréhension pour toujours. Le subconscient n'est pas seulement une partie de nous-mêmes, il est notre lien avec l'infini, avec l'intelligence universelle que certains appellent Dieu. C'est le pont entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. Voilà pourquoi j'affirme que la prière véritable n'est pas une supplication, mais un profond sentiment de gratitude pour ce que tu désires, comme si tu l'avais déjà reçu. Quand tu pries de cette manière, tu ne demandes pas quelque chose d'extérieur, tu actives le pouvoir créatif de ton propre subconscient. L'esprit qui gouverne ta vie n'est pas celui qui analyse ces mots en ce moment, mais celui qui enregistre tes convictions les plus profondes. Beaucoup vivent prisonniers de circonstances douloureuses, sans comprendre qu'ils sont les prisonniers de leur propre programmation intérieure. Ils ont cédé le contrôle à un gardien qui ne fait que suivre des instructions souvent gravées durant l'enfance ou dans des moments de grande vulnérabilité émotionnelle. Je me souviens d'un jeune entrepreneur venu me voir, désespéré de son incapacité à prospérer financièrement. « J'eussais tout essayé », me dit-il. Au fil de nos conversations, nous découvrîmes que, lorsque Phil était enfant, il entendait constamment sa mère répéter « L'argent est la racine de tous les maux, et les riches exploitent toujours les pauvres ». Ces simples phrases, répétées pendant des années, s'étaient transformées en ordre pour son subconscient, et obéissant, son gardien intérieur sabotait chaque occasion de richesse qui se présentait à lui. Pendant plusieurs semaines, nous travaillâmes à reprogrammer ses croyances. Je lui appris à parler à son subconscient, juste avant de s'endormir. Ce moment magique, où l'esprit conscient se relâche, et où les portes du temple intérieur s'ouvrent. 1 an plus tard, son entreprise prospérait comme jamais auparavant. Chapitre 3. La vérité essentielle que tu dois comprendre est celle-ci: tu n'es pas la victime de tes circonstances, mais leur créateur, à travers tes schémas de pensée dominants. Le gardien silencieux, ton esprit subconscient, n'a d'autre but que de te servir. Mais il a besoin d'instructions claires, précises, et surtout chargées d'émotions. Ton subconscient est comme l'océan infini, tandis que ton esprit conscient n'est qu'une goutte à sa surface. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'effort conscient limité, mais dans l'alignement des deux esprits vers un même but. Quand tu atteins cette harmonie, aucun obstacle ne peut résister. Mais prends garde à ne pas confondre ce savoir avec une quelconque fantaisie mystique. C'est une science pure. C'est la loi même de ton esprit. Tout comme l'électricité obéit à des principes exacts, ainsi opère ton subconscient. Ce n'est pas une question de foi aveugle, mais d'application correcte. Et laisse-moi te révéler quelque chose que je vais observer maintes et maintes fois. Le gardien silencieux répond bien plus à tes sentiments qu'à tes mots ou à tes pensées. Tu peux répéter 1000 fois des affirmations positives. Mais si, au fond de toi, tu ressens la peur ou le doute, c'est cette émotion qui sera obéie. Voilà pourquoi le véritable art consiste à générer et à maintenir le sentiment de ton désir accompli, jusqu'à ce que cette nouvelle émotion s'imprime dans les profondeurs de ton être. À la fin de mes jours, mon plus grand souhait est que tu comprennes ceci. Tu vis constamment dans l'étreinte d'une puissance infinie qui attend tes ordres. Elle n'est pas hors de toi, mais dans les profondeurs de ton esprit. Le gardien silencieux ne dort jamais, ne se repose jamais, ne juge jamais. Il crée simplement, selon tes croyances les plus enracinées. Chapitre 4. Tandis que je referme ces pages, sous la lumière vacillante de ma lampe, je sens que je viens de partager avec toi le secret le plus transformateur de tous. Il t'appartient maintenant de décider. Continueras-tu à remettre le contrôle de ta vie à des programmations aléatoires, souvent limitantes, ou deviendras-tu le directeur conscient de ce gardien intérieur, capable de manifester santé, prospérité et harmonie parfaite? La réponse est entre tes mains. Mais souviens-toi, le moment le plus puissant pour reprogrammer ton subconscient est juste avant de t'abandonner au sommeil. C'est alors que l'esprit conscient se rend et que le gardien devient le plus réceptif aux nouvelles instructions.
Et c'est précisément sur cet art de parler à ton esprit pendant le repos, sur ce rituel nocturne de transformation, que je vais te révéler dans les pages suivantes. Chapitre 5. Il existe un seuil sacré entre ce que nous désirons et ce que nous vivons. Je l'ai découvert un après-midi d'automne, en marchant sur les sentiers d'une ancienne forêt près de ma résidence. Je regardais les feuilles tomber dans un cycle éternel de mort et de renaissance, lorsque je compris que nos croyances suivent le même modèle. Les anciennes tombent, les nouvelles naissent, et dans ce processus, c'est toute notre existence qui se transforme. La porte secrète du changement ne se trouve pas dans les livres de philosophie, ni dans les théories scientifiques. Ça se situe dans cet espace sacré entre le conscient et le subconscient, là où les croyances s'impriment comme des seaux dans de la cire chaude. Pendant des années, j'ai observé ce phénomène avec respect et émerveillement, car c'est ici que réside le véritable secret de toute transformation humaine. Ce que la majorité ignore, c'est que les croyances ne sont pas de simples pensées passagères. Ce sont des structures vivantes en nous. Chaque croyance que tu portes sur toi-même, sur les autres ou sur le monde, s'est cristallisée dans ton subconscient après des années de répétition, d'expériences émotionnelles, ou par une impression soudaine vécue dans un moment de vulnérabilité. Ton gardien silencieux, le subconscient, ne remet jamais ses croyances en question. Il les accepte comme des vérités absolues et construit ta réalité en parfaite concordance avec elles. Chapitre 6. Permets-moi de partager quelque chose que j'ai gardé en silence durant des années. En 1938, je rencontrai un homme brillant, un mathématicien renommé, qui vivait pourtant dans une modeste chambre et peinait à couvrir ses besoins essentiels. Malgré son génie, cette contradiction éveilla ma curiosité, et je décidai d'avoir avec lui de longues conversations afin de découvrir la racine de sa limitation. Nous en arrivâmes à un souvenir de fait enfance. À l'âge de 7 ans, son père, dans un accès de colère, lui avait lancé ces mots. « Tu seras un érudit, mais tu mourras pauvre comme tous les grands penseurs. » Cette simple phrase, prononcée avec une intense émotion par une figure d'autorité, s'était gravée dans son subconscient avec la force d'une loi immuable. Pendant 6 mois, nous travaillâmes ensemble à dissoudre cette croyance. Chaque soir, avant de dormir, je lui demandais de répéter avec un profond sentiment. La sagesse et l'abondance coulent ensemble dans ma vie. Mon savoir est valorisé et généreusement récompensé. La transformation fut progressive, mais inévitable. 2 ans plus tard, il avait multiplié ses revenus et vivait dans une magnifique maison avec vue sur la mer. Ce cas illustre une vérité fondamentale. Les croyances s'impriment principalement de 3 façons. Premièrement, par la répétition constante. Ce que tu entends ou ce que tu te répètes continuellement finit par devenir un ordre pour ton subconscient. Deuxièmement, à travers des expériences émotionnelles intenses, en particulier durant l'enfance et l'adolescence. Troisièmement, par l'autorité reconnue, lorsque les paroles viennent de quelqu'un que tu respectes ou que tu crains. Le pouvoir de la répétition est stupéfiant. J'ai vu des personnes transformer leur santé, leurs relations et leur fortune, simplement en changeant les phrases qu'elles se répétaient jour après jour. Mais il faut comprendre ceci. Ce n'est pas la répétition mécanique qui produit le changement, mais l'émotion et la conviction avec lesquelles ces mots sont imprégnés. Ce sont elles qui ouvrent la porte secrète du subconscient. Chapitre 7. Une nuit, alors que j'écrivais à la lumière d'une chandelle dans le village reculé de Minute-Seignon, une vérité me frappa comme un éclair. Nos croyances sont des constellations, des points lumineux que notre subconscient relie pour donner forme à la carte de notre réalité. Si tu veux transformer ta vie, tu dois transformer ces constellations intérieures. Et la bonne nouvelle est que ce processus n'exige pas des années de lutte. Le subconscient est malléable, comme de l'argile vivante, mais seulement dans des états précis de l'esprit. Il devient réceptif quand l'agitation consciente se calme, comme les eaux d'un lac tranquille reflétant les étoiles. Voilà pourquoi les moments les plus puissants pour reprogrammer le subconscient sont juste avant de s'endormir, juste après le réveil, ou dans des états profonds de méditation et de relaxation. C'est alors que la barrière critique de l'esprit conscient s'affaiblit et que les nouvelles idées peuvent pénétrer directement dans le gardien silencieux. Je me souviens d'une femme qui, après des années de stérilité, conçut un enfant simplement en visualisant chaque soir, avant de dormir, l'image de son bébé dans ses bras. Elle nourrissait cette image d'amour, de gratitude et de foi. Son subconscient, obéissant, transforma cette conviction en réalité biologique. Chapitre 8. Ton subconscient n'est amoral. Il ne juge pas si une idée est bonne ou mauvaise, bénéfique ou destructive. Il obéit simplement
comme un serviteur loyal à l'impression la plus forte qui lui est donnée. Voilà pourquoi tant d'êtres humains vivent dans la souffrance sans s'en rendre compte. Ils nourrissent leur gardien intérieur avec des images de peur, de maladie et de perte. Et celui-ci, obéissant, matérialise fidèlement ses ordres. Je me souviens d'un banquier respecté qui, malgré sa position, vivait tourmenté par la peur constante de perdre sa fortune. Chaque nuit, il s'endormait en répétant inconsciemment « Et si demain tout s'effondrait? Et si je faisais faillite ?» Son subconscient, sans humour ni filtre, enregistra ses paroles comme des ordres. En moins de 3 ans, des décisions erronées et des circonstances étranges l'amenèrent à la ruine. Quand il vint me consulter, il n'avait plus qu'un petit appartement et une santé fragile. Nous travaillâmes ensemble à inverser cette programmation. Chaque soir, au lieu de nourrir sa peur, il commença à nourrir une vision de sécurité, de prospérité stable et d'abondance croissante. Au bout d'1 an, il avait non seulement récupéré sa stabilité, mais il découvrit en lui une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce que tu nourris en silence devient ta destinée. Voilà pourquoi il est vital de choisir avec soin les graines que tu plantes dans ton jardin intérieur. Chapitre 9. Le subconscient est comme un sol fertile. Il ne choisit pas les graines, il ne juge pas leur qualité. Il fait simplement croître ce que on y dépose. Si tu plantes la peur, la haine ou la pauvreté, ce sol les nourrira avec la même fidélité qu'il nourrit l'amour, la paix et l'abondance. C'est pourquoi il est si dangereux de laisser nos pensées errer sans direction. Chaque pensée répétée, chaque émotion intense devient une graine jetée dans ce terrain sacré. La loi est immuable. Tu récolteras ce que tu sèmes. Et il ne existe pas tes exceptions. Je me souviens d'un médecin ami à Boston. Au lieu de concentrer son esprit sur les symptômes de ses patients, il s'assied un instant et projetait dans son imagination l'image du malade complètement rétabli, vibrant de santé. Il nourrissait cette image avec une conviction si profonde que, tôt ou tard, son subconscient et celui du patient entraient en résonance. Les résultats étaient étonnants. Des guérisons rapides, parfois jugées miraculeuses par ses collègues. Mais ce n'était pas un miracle. C'était la loi naturelle du subconscient, répondant à une image claire et à une émotion intense. Chapitre 10. Les mots que tu répètes en silence sont des semences vivantes. Chaque phrase que tu te dis à toi-même pénètre dans ton subconscient, s'enracine et finit par donner des fruits dans ta vie. C'est pourquoi il est vital de surveiller ton dialogue intérieur, car ce que tu te dis chaque jour devient ton destin. Je me souviens d'une femme qui, pendant des années, se répétait inconsciemment « Je ne vaux rien, je suis inutile. Personne ne me fiaime vraiment. » Ces paroles, prononcées avec douleur, furent enregistrées fidèlement par son subconscient. Au bout de quelques années, son corps commença à refléter cette conviction. Une profonde dépression et diverses maladies l'affaiblirent jusqu'à la confiner au lit. Lorsque je la rencontrai, je lui expliquai que la cause n'était pas dans son corps, mais dans les ordres qu'elle donnait chaque jour à son gardien intérieur. Nous commençâmes alors un travail patient de reprogrammation. Chaque matin et chaque soir, elle se répétait à haute voix, avec autant d'émotion que possible. Je suis digne de Lissamour. Je suis précieuse. La vie me soutient à chaque instant. Au début, elle ne croyait pas à ces mots. Mais la répétition, imprégnée d'émotion, fit son œuvre. Après plusieurs mois, son état de santé s'améliora de façon remarquable. Et surtout, son regard sur elle-même se transforma totalement. Ce que tu dis en silence, le monde te le crie ensuite en écho. Chapitre 11. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Lorsque tu remercies sincèrement pour quelque chose que tu désires, ton subconscient l'accepte comme une réalité déjà accomplie et travaille sans relâche pour la manifester. La vraie prière n'est pas une supplication, mais une action de grâce. Quand tu remercies, tu déclares à ton gardien intérieur « Ceci est déjà à moi ». Je me souviens d'un homme qui vivait dans une pauvreté extrême. Il n'avait ni travail stable, ni argent, ni maison décente. Pourtant, après l'une de mes conférences, il décida d'y appliquer un principe simple. Chaque jour, il marcherait dans les rues en répétant avec une gratitude profonde. « Merci Dieu, pour la richesse infinie qui circule désormais dans ma vie. Merci pour le ciel d'abondance qui me soutient et m'y s'élève. » Au début, les passants le regardaient avec pitié ou moquerie. Mais il continua, sans faillir, avec un cœur rempli de reconnaissance pour ce qu'il ne voyait pas encore, mais ressentait déjà comme vrai. Quelques mois plus tard, il trouva un emploi. Puis, une opportunité d'affaires inattendue se présenta. En moins de 2 ans,
Il avait complètement transformé sa condition économique. Quand je lui demandais ce que Phil avait fait de différent, il me répondit simplement « J'eussé cessé de mendier et j'eussé commencé à remercier ». Voilà le pouvoir secret de la gratitude. Elle ouvre les portes du subconscient et aligne ton être entier avec la prospérité que tu désires. Chapitre 12. La foi n'est pas une idée intellectuelle. Ce n'est pas un simple accord mental avec une doctrine ou une croyance religieuse. La foi véritable est une émotion créatrice. Une conviction profonde ressentie dans le cœur et gravée dans le subconscient. Beaucoup disent qu'ils croient, mais leur subconscient, rempli de doutes et de peur, manifeste le contraire. La foi ne réside pas dans les mots que l'on répète, mais dans l'émotion qui les soutient. Lorsque tu ressens une certitude si intense qu'aucune circonstance extérieure ne peut l'ébranler, ton subconscient obéit comme à une loi divine. Je me souviens d'une femme atteinte d'une maladie considérée comme incurable. Les médecins lui avaient donné peu d'espoir. Pourtant, chaque soir, avant de dormir, elle affirmait avec une force inébranlable « Je suis guérie ». La vie de Dieu circule en moi comme une rivière de lumière. Elle ne demandait pas. Elle déclarait. Et surtout, elle ressentait la vérité de ses paroles avec une foi ardente. En quelques mois, les symptômes disparurent et sa santé fut rétablie. Les sceptiques dirent « Une rémission inexplicable ». Mais elle et moi savions que c'était la loi du subconscient en action, répondant à une foi sincère et inébranlable. Chapitre 13. L'imagination est l'atelier secret de Dieu en toi. C'est par elle que le subconscient reçoit ses instructions et commence à modeler la réalité. Tout ce que tu vois dans le monde a d'abord existé comme image intérieure dans l'esprit de quelqu'un. Chaque invention, chaque découverte, chaque création artistique a pris naissance dans l'imagination avant de devenir visible. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que ton subconscient ne fait aucune différence entre une image réelle et une image intensément imaginée. Si tu crées une scène mentale claire, vivante et chargée d'émotions, ton subconscient l'accepte comme une réalité présente et se met à travailler pour la manifester. Je me souviens d'un jeune acteur qui, au début de sa carrière, ne recevait que des refus. Chaque soir, découragé, il venait me voir pour chercher des conseils. Je lui enseignais une pratique simple. Avant de dormir, il devait fermer les yeux et se représenter avec la plus grande précision possible une scène de réussite. Il devait se voir sur scène, ressentir la chaleur des projecteurs, entendre les applaudissements du public, sentir la joie et la confiance vibrer en lui. Je lui disais, ne te contente pas de voir. Sens. Entre dans cette image comme si elle était réelle maintenant. Il pratiqua avec constance, chaque soir, sans jamais manquer. Au début, son mental doutait, mais peu à peu, l'image devint si réelle qu'il en sortait chaque nuit rempli de gratitude. 1 an plus tard, il décrocha son premier grand rôle. Et en me remerciant, il me dit, ce ne s'était pas une surprise. Je le fait avait déjà vécu 1000 fois dans mon esprit. Voilà le secret. L'imagination soutenue par l'émotion est la clé qui ouvre toutes les portes. Chapitre 4. Le subconscient n'est pas seulement une fonction intérieure. Il est ton lien direct avec l'intelligence universelle, avec ce que certains appellent Dieu, d'autres énergies cosmiques, et d'autres encore simplement amour. Il est le pont entre le visible et l'invisible, entre ton esprit limité et la sagesse infinie qui soutient toute chose. C'est pourquoi la prière véritable n'est pas une supplication. Ce n'est pas mendier à une puissance extérieure de te donner ce qui te manque. La prière efficace est une gratitude profonde, ressentie comme si ton désir était déjà accompli. C'est un état de certitude intérieure où tu remercies pour ce qui est, même si tes yeux ne le voient pas encore. Quand tu pries ainsi, tu n'attires pas une bénédiction étrangère. Tu actives en toi le pouvoir créateur de ton subconscient, en parfaite harmonie avec l'intelligence universelle. Souviens-toi, tes mots ne sont que des formes. Ce qui donne vie à ta prière, c'est l'émotion de gratitude et de foi qui les accompagne. Plus tu ressens cette gratitude, plus ton subconscient s'empresse d'orchestrer les événements, les personnes et les circonstances nécessaires pour transformer ton désir en expérience vécue. Chapitre 15. La plupart des gens vivent prisonniers de croyances qu'ils n'ont jamais choisies consciemment. Ces croyances limitantes se sont formées dans l'enfance, souvent dans des moments de grande vulnérabilité émotionnelle. Un mot répété par un parent, une critique sévère de fille à un professeur, une moquerie de fille à un camarade. Toutes ces impressions, lorsqu'elles sont accompagnées d'émotions, s'impriment profondément dans le subconscient comme des lois intérieures. Le subconscient, rappelons-le, n'analyse pas, ne discute pas. Il accepte,
et enregistre chaque conviction comme une vérité absolue. Et à partir de ces croyances, il construit la réalité de l'adulte. Ainsi, une personne qui a entendu toute son enfance « L'argent est la racine de tous les maux » peut passer sa vie à saboter inconsciemment chaque occasion de prospérité. Un enfant qui a été humilié dans sa créativité peut devenir un adulte brillant, mais incapable d'exprimer son talent sans peur. Ces croyances invisibles sont comme des scripts secrets qui gouvernent nos relations, notre santé, notre réussite et même notre perception de nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces croyances n'est définitive. Elles peuvent être reconnues, transformées et remplacées par de nouvelles convictions, positives et libératrices. Mais le premier pas est toujours le même. Prendre conscience de ce dialogue intérieur qui tourne en boucle. Écoute-toi. Observe les phrases que tu répètes sans y penser. Je ne n'y arriverai jamais. L'effet amour est toujours douloureux. Je ne mérite pas la réussite. Ces phrases ne sont pas des constats. Ce sont des ordres adressés à ton subconscient. Et ton subconscient, fidèle serviteur, les exécute sans faillir. Chapitre 7. Les croyances s'impriment dans le subconscient principalement de 3 manières. Premièrement, par la répétition constante. Tout ce que tu entends ou te répètes chaque jour finit par s'installer comme une vérité intérieure. Un mot ou une phrase répétée des centaines de fois deviennent des ordres que ton subconscient exécute fidèlement. Deuxièmement, par les émotions intenses. Les expériences qui marquent profondément, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses, laissent une empreinte durable. Un moment d'humiliation, un choc, une grande joie, une perte soudaine. Ces instants chargés d'émotions sont gravés dans la mémoire subconsciente comme des lois immuables. Troisièmement, par le autorité acceptée. Quand une parole vient d'une figure respectée, un parent, un professeur, un guide spirituel, le subconscient l'accepte sans discussion. L'impact est encore plus puissant lorsque ces mots sont prononcés avec conviction et émotion. Ainsi se forment les croyances qui gouvernent ta vie, souvent sans que tu en aies conscience. Mais retiens ceci. La même loi qui enregistre peut aussi réécrire. Par la répétition consciente, par l'émotion positive et par l'autorité que tu décides de donner à ta propre voix intérieure, tu peux créer de nouvelles croyances. Chaque mot que tu répètes avec foi et chaque image que tu nourris avec émotion devient une semence dans le jardin fertile de ton subconscient. Et comme toute semence, elle donnera un fruit. Chapitre 17. Beaucoup de personnes se plaignent de répéter des affirmations sans voir de résultats. Elles disent « Je dis chaque jour que je suis prospère, mais rien ne change. » La raison est simple. La répétition mécanique ne suffit pas. Le subconscient n'est pas impressionné par des mots vides. Ce qu'il enregistre, c'est l'émotion qui accompagne les mots. Un seul mot prononcé avec foi et conviction a plus de pouvoir que 1000 phrases récitées sans sentiment. Si tu répètes « je suis en santé », mais que dans ton cœur, tu ressens la peur, l'angoisse et le doute, ton subconscient n'écoute pas tes paroles. Il obéit à ton émotion. Le langage véritable du subconscient est le sentiment. Voilà pourquoi la clé d'une affirmation efficace est de la vivre intérieurement comme si elle était déjà vraie. Tu dois ressentir la joie, la gratitude, la paix, d'avoir déjà reçu ce que tu désires. Alors ton subconscient accepte cette image comme une réalité présente et commence à l'actualiser dans ta vie. Ne cherche pas à forcer. Recense. Car une seule affirmation imprégnée d'amour et de certitude peut transformer une existence entière. Chapitre 18. Je me souviens d'un homme brillant que j'ai rencontré à la fin des années 1000. C'était un mathématicien reconnu, doté d'un esprit extraordinaire. Pourtant, il vivait dans une petite chambre modeste, peinant à couvrir ses besoins les plus élémentaires. Intrigué par ce contraste entre son génie et sa pauvreté, je commençai à converser longuement avec lui. Peu à peu, la racine de son blocage se révéla. À son âge de 7 ans, son père, irrité, lui avait lancé une phrase fatale. « Tu seras peut-être un érudit, mais tu mourras pauvre comme tous les grands penseurs. » Ces mots, chargés d'émotion et prononcés par une figure d'autorité, s'étaient gravés dans son subconscient comme une loi inaltérable. Et depuis ce jour, malgré son intelligence remarquable, son subconscient sabotait toute possibilité de prospérité. Nous travaillâmes ensemble pendant plusieurs mois. Chaque soir, avant de dormir, il devait répéter avec émotion et conviction. La sagesse et l'abondance coulent ensemble dans ma vie. Mon savoir est reconnu et récompensé généreusement. Il pratiqua fidèlement, reprogrammant peu à peu cette croyance limitante. 2 ans plus tard, il avait multiplié ses revenus,
enseignait dans une université prestigieuse et vivait dans une belle maison au bord de la mer. Ce cas illustre une vérité essentielle, peu importe la profondeur d'une croyance, elle peut être transformée si l'on applique consciemment les lois de l'esprit. Chapitre 19. Un soir, depuis le balcon de mon étude, je contemplais le ciel étoilé. En regardant les constellations, j'eus une révélation profonde. Nos croyances ressemblent aux étoiles qui dessinent des formes dans le ciel de notre esprit. Certaines de ces constellations intérieures sont ancestrales, transmises par nos familles et nos cultures. D'autres sont personnelles, formées par nos expériences de vie. Mais toutes, absolument toutes, peuvent être redessinées si nous connaissons la technique correcte. Le subconscient est particulièrement réceptif lorsque la conscience se détend. Il existe 2 moments privilégiés, juste avant de s'endormir et immédiatement au réveil. À ces instants, la porte entre le conscient et le subconscient s'ouvre largement. Toute suggestion, toute image imprégnée d'émotion, trouve alors un terrain fertile. C'est pourquoi les anciens mystiques consacraient ces moments au rituel de la prière ou de la méditation. Sans le savoir, ils utilisaient la clé d'or pour reprogrammer leur esprit profond. Aujourd'hui encore, tu peux appliquer cette loi avec simplicité. Chaque soir, formule clairement ce que tu veux expérimenter. Visualise-le avec précision. Mais surtout, ressens-en la joie comme si cela était déjà accompli. De cette manière, tu redessines peu à peu les constellations de ton ciel intérieur. Et ce nouveau ciel devient la carte de ta vie extérieure. Chapitre 20. Je me souviens d'une jeune artiste talentueuse qui vint me voir, accablée et désespérée. Chaque fois que Phil essayait de créer une œuvre, une voix intérieure, les phares étaient nets. Tu n'y fais pas assez doué. En explorant son histoire, nous découvrîmes l'origine de ce blocage. À l'âge de 12 ans, un professeur d'art avait critiqué brutalement l'un de ses dessins devant toute la classe. Cette humiliation, chargée de fit une émotion intense. Ceci était gravé comme une croyance. Je ne suis pas faite pour l'Issar. 15 ans plus tard, cette croyance la paralysait encore. Je lui enseignais une pratique simple mais puissante. 2 fois par jour, elle devait entrer dans un état de profonde détente, proche de la méditation. Dans ce silence intérieur, elle devait revisiter mentalement la scène de son enfance. Mais en la transformant, elle devait voir son professeur applaudir son travail, l'encourager, reconnaître son talent. Puis elle devait se visualiser elle-même en train de peindre librement, avec assurance et joie. Au début, son mental résistait, tant l'ancienne croyance était forte. Mais avec une pratique constante, la nouvelle image commença à s'imprimer plus profondément que l'ancienne. 6 mois plus tard, elle inaugura sa première exposition, couronnée de succès. Cette expérience confirme une vérité essentielle. Aucune croyance, aussi ancienne soit-elle, n'est immuable. Tout peut être réécrit si l'on connaît la loi et qu'on l'applique avec persévérance. Chapitre 20. La première étape pour transformer ta vie est d'identifier les croyances limitantes qui gouvernent ton subconscient. Mais comment les reconnaître si elles opèrent en silence, derrière le voile de la conscience? Il existe une méthode simple. Observe ton dialogue intérieur. Écoute attentivement les phrases que tu te répètes sans y penser, surtout dans les moments de peur, de frustration ou d'échec. Si tu t'en dire « je ne m'y arriverai jamais »,« personne ne me fait vraiment »,« l'argent est difficile à obtenir » ou toute autre affirmation semblable, sache que ce ne sont pas de simples mots. Ce sont les empreintes exactes de tes croyances subconscientes. Ton subconscient ne se révèle pas dans les grands discours, mais dans ces petites phrases automatiques qui se glissent dans ton esprit chaque jour. Et c'est justement là que commence ton pouvoir. Car une fois que tu les as identifiées, tu peux les remplacer consciemment. Souviens-toi, ton subconscient est comme un enfant obéissant. Il ne comprend pas les ordres brutaux. Il n'accepte pas la dureté. Il répond à la douceur, à la répétition aimante et à l'émotion sincère. Si tu lui parles avec patience, comme à un ami fidèle, il s'ouvrira et acceptera de nouvelles instructions. Peu à peu, il commencera à transformer ton monde extérieur pour refléter la nouvelle vérité que tu lui proposes. Chapitre 20. Je me souviens d'un homme d'affaires qui, après une série de mauvaises décisions et de circonstances défavorables, perdit presque toute sa fortune. Il se retrouva accablé de dettes, rongé par l'angoisse et convaincu que sa vie était brisée à jamais. Lorsqu'il vint me consulter, son visage exprimait une fatigue profonde. Il me dit d'une voix tremblante: « J'y ai tout perdu. Je ne sais plus d'y avenir. » Je lui répondis calmement: « Non, vous ne savez pas tout perdu.
Il vous reste le pouvoir créateur de votre subconscient. Et si vous le fûtes utilisé correctement, il reconstruira non seulement vos finances, mais aussi votre paix intérieure. Je lui enseignais un rituel simple. Chaque soir, avant de dormir, il devait fermer les yeux et se voir déjà rétabli. Il devait visualiser son entreprise prospère, ses dettes réglées, ses affaires florissantes. Mais surtout, il devait ressentir la paix et la sécurité d'un homme déjà délivré de ses soucis. Au début, il doutait. Les chiffres de ses comptes semblaient contredire chaque affirmation. Mais il persista, soir après soir, jusqu'à ce que l'image de la prospérité devienne plus réelle pour lui que ses pertes passées. 1 an plus tard, il avait non seulement rétabli sa stabilité financière, mais il rayonnait d'une sérénité nouvelle. Il me confia. La vraie richesse que j'eussais retrouvée, ce n'eussait pas le fiat-argent, c'est la confiance. Le fiat-argent est revenu parce que j'eussais dès d'abord guéri mon esprit. Cette expérience illustre une loi immuable. Ton subconscient ne recrée pas ton passé. Il manifeste ce que tu lui présentes maintenant avec émotion et foi. Chapitre 20. Le sommeil est un moment sacré. Lorsque la conscience se retire, la porte du subconscient s'ouvre largement. C'est alors que les images, les idées et les émotions s'impriment avec le plus de force dans le gardien intérieur. Voilà pourquoi ce que tu penses et ressens avant de t'endormir détermine souvent la qualité de ta vie. Beaucoup commettent l'erreur de s'endormir en ruminant leurs soucis, leurs peurs ou leurs rancunes. Et le subconscient, docile, travaille toute la nuit à matérialiser ses ombres. Mais si tu utilises ce moment pour semer des images positives, imprégnées de gratitude et de foi, ton subconscient les accepte comme des ordres divins et les transforme en réalité. Je me souviens d'une femme qui, après des années de stérilité, vint me consulter désespérée. Les médecins avaient déclaré son cas sans espoir. Je lui enseignais à utiliser le rituel nocturne. Chaque soir, juste avant de s'endormir, elle devait visualiser une scène claire. Elle tenait un bébé dans ses bras, ressentait son poids, sentait son parfum, entendait ses rires. Elle devait nourrir cette image d'un amour si profond que son subconscient n'aurait d'autre choix que de l'accepter. Elle pratiqua fidèlement, nuit après nuit, quelques mois plus tard. À la stupéfaction des médecins, elle conçut. Ce n'était pas un miracle au sens surnaturel. C'était la loi naturelle de l'esprit, appliquée avec constance et émotion. Le sommeil est donc ton allié le plus puissant. Utilise-le avec sagesse, et il transformera ta vie. Chapitre 20. La peur est aussi une prière. Beaucoup l'ignorent, mais chaque fois que tu redoutes un malheur avec intensité, tu envoies à ton subconscient une image claire et chargée d'émotions. Et ton subconscient, fidèle serviteur, s'emploie à la matérialiser. J'ai vu des hommes et des femmes se rendre malades simplement parce qu'ils vivaient obsédés par la crainte d'une maladie. Ce qu'ils redoutaient le plus devint leur réalité. Je me souviens d'un homme qui, toute sa vie, avait répété « Dans ma famille, les maladies du cœur sont inévitables. Je finirai comme mon père et mon grand-père. » Il nourrissait cette peur jour après jour, jusqu'à en faire une certitude intérieure. Et comme prévu, à la quarantaine, les premiers symptômes apparurent. Non pas parce que c'était une fatalité biologique, mais parce que son subconscient, obéissant à ses ordres, avait façonné son corps selon cette image de peur. Lorsque je le rencontrais, je lui expliquais que la peur est une foi inversée. C'est croire avec intensité au mal, au lieu de croire au bien. Et la loi de l'esprit ne distingue pas. Elle matérialise ce que tu lui présentes, que ce soit désir ou crainte. Il commença alors un travail de reprogrammation. Chaque jour, au lieu de répéter sa condamnation, il affirmait avec émotion « Mon cœur est fort, vibrant et rempli de la vie divine. Je suis l'héritier des filles une santé parfaite. » Avec le temps, son état s'améliora et sa peur disparut. Il comprit alors que ce qu'il avait pris pour une malédiction familiale n'était en réalité qu'une programmation subconsciente. Souviens-toi, chaque peur entretenue est une graine semée dans ton subconscient. Choisis donc avec soin les semences que tu laisses pousser dans ton jardin intérieur. Chapitre 25. La peur peut être transformée en foi créatrice. Car ce ne sont que deux faces d'une même énergie, l'imagination. La peur imagine le pire et lui donne vie. La foi imagine le meilleur et les s'attire vers toi. La clé consiste à inverser consciemment les images négatives qui surgissent dans ton esprit. Chaque fois qu'une pensée de peur apparaît, ne lutte pas contre elle, car la résistance ne fait que la renforcer. Transforme-la immédiatement en son contraire. Si tu penses « Et si je tombe malade ?»
Réponds aussitôt. Je suis en parfaite santé. La vie circule harmonieusement en moi. Si tu entends en toi, je vais échouer. Transforme-le en chaque pas que je fais me rapproche de la réussite. Ton subconscient ne peut retenir deux images opposées en même temps. Celle que tu nourris le plus intensément et le plus souvent finit par dominer. Exercice simple. Chaque soir, avant de dormir, repense à la peur la plus forte qui t'accompagne. Visualise ensuite l'image exactement inverse, mais vécue comme déjà accomplie. Ressens la paix, la joie et la gratitude de cette victoire. Répète cet exercice chaque nuit. Avec le temps, ton subconscient remplacera la vieille programmation de peur par une conviction nouvelle, basée sur la foi. Ainsi, tu transformes l'ennemi invisible en un allié puissant. Ta peur devient alors le carburant de ta création. Chapitre 26. Je me souviens d'un écrivain prometteur qui, malgré son talent, restait paralysé devant la page blanche. Chaque fois qu'il essayait de commencer un nouveau livre, une peur sourde l'envahissait. Et si je ne s'étais pas à la hauteur? Et si mon œuvre était un échec? Ces images de rejet et d'humiliation tournaient sans cesse dans son esprit, jusqu'à bloquer complètement son inspiration. Quand il vint me voir, je lui dis « Ton problème ne est pas l'absence de fidé, mais l'image que tu nourris dans ton subconscient. » Je lui enseignai l'exercice de transformation de la peur. Chaque fois qu'il se voyait échouer, il devait immédiatement inverser l'image. Il devait se visualiser en train de tenir son livre publié, d'entendre des lecteurs enthousiastes, de recevoir des lettres de gratitude pour son œuvre. Au début, il trouvait cela artificiel. Mais je lui rappelai, ce que tu répètes avec émotion finit par devenir une réalité pour ton subconscient. Il persista, soir après soir. Et peu à peu l'image de l'échec perdit de sa force, remplacée par celle du succès. Quelques mois plus tard, il acheva son manuscrit avec une fluidité qu'il n'avait jamais connue. Son livre fut publié et reçut un accueil chaleureux. Il me confia alors: le jour où j'eus cessé de nourrir la peur, et où j'eus commencé à nourrir la foi, ma créativité s'est libérée comme une source intarissable. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle. La peur n'est pas un obstacle extérieur, mais une image intérieure. Et toute image intérieure peut être transformée. Chapitre 20. Ton subconscient ne dort jamais. Alors que ton esprit conscient se repose, ton gardien intérieur continue à travailler sans relâche, jour et nuit. Il régule ton corps, maintient ton cœur battant, ta respiration fluide, tes cellules en activité. Mais il fait bien plus encore. Il exécute les ordres que tu lui donnes, qu'il soit conscient ou non. Voilà pourquoi les moments précédant le sommeil sont si précieux. Les dernières images que tu nourris avant de t'endormir deviennent les instructions que ton subconscient traitera durant des heures, pendant que ton corps repose. Si tu t'endors avec des pensées de peur ou de manque, ton subconscient les enregistre et les développe. Mais si tu t'endors avec des images d'harmonie, de santé et de prospérité, c'est cela qu'il imprimera dans la trame de ta vie. Je dis souvent, le sommeil est l'EFI atelier secret de la création. Chaque nuit, tu as la possibilité de déposer des semences nouvelles dans le sol fertile de ton esprit. La clé est de donner des ordres clairs, simples et positifs. Pas de phrases longues ni compliquées. Le subconscient répond mieux aux images vivantes et aux affirmations courtes. Par exemple, avant de dormir, répète doucement avec émotion: je suis en paix. La prospérité coule dans ma vie. Mon corps est fort et rempli de lumière. Puis, visualise la scène accomplie, vois-toi heureux, en bonne santé, en sécurité. Laisse cette image t'accompagner jusqu'au sommeil. Ton subconscient prendra le relais et travaillera toute la nuit pour transformer cette vision en réalité. Chapitre 28. Je me souviens d'une jeune femme qui vint me consulter, le cœur rempli de solitude. Elle me dit avec tristesse: j'ai tout essayé, mais je ne m'y arrive pas à attirer le si amour dans ma vie. Peut-être ne suis-je pas faite pour cela. En l'écoutant, je compris que son problème n'était pas l'absence d'opportunités, mais la croyance profondément enracinée qu'elle n'était pas digne d'être aimée. Je lui enseignai alors à utiliser le rituel nocturne. Chaque soir, avant de dormir, elle devait se visualiser dans une scène précise. Elle se voyait marchant main dans la main avec son compagnon idéal, ressentant la joie et la tendresse d'un amour réciproque. Elle devait nourrir cette image avec une émotion intense, comme si c'était déjà une réalité. Je lui rappelais: ce que tu ressens comme vrai dans ton cœur, ton subconscient l'acceptera et le manifestera. Au début, elle doutait, car ses expériences passées semblaient contredire cette vision. Mais elle persista,
nuit après nuit, jusqu'à ce que cette image devienne naturelle et familière. Quelques mois plus tard, elle rencontra un homme avec qui elle partagea une relation heureuse et équilibrée. En me racontant son histoire, elle me dit avec un sourire lumineux, « J'y avais déjà vécu cet amour 1000 fois dans mon imagination. Alors quand il est arrivé, c'était pas une surprise, mais une confirmation. Cette expérience démontre une fois encore la loi. Le subconscient accepte comme vrai ce que tu lui présentes avec émotion répétée, et il s'emploie à le rendre visible dans ta vie. » Chapitre 20. Les images mentales répétées sont la clé qui ouvre les portes du subconscient. Elles façonnent peu à peu ta réalité. Comme des coups de pinceau répétés forment un tableau. Je me souviens d'un jeune athlète qui, après un grave accident, se retrouva cloué au lit, incapable de marcher. Les médecins disaient que sa carrière était terminée. Il sombra dans la dépression, persuadé que sa vie était brisée. Je lui expliquai alors, « Ton corps est affaibli, mais ton subconscient reste puissant. Si tu lui donnes la bonne image, il travaillera à restaurer tes forces. » Je lui enseignai à visualiser chaque soir, et chaque matin une scène très claire. Il se voyait courir de nouveau, sentir le vent sur son visage, entendre les acclamations du public, ressentir la puissance de ses muscles en mouvement. Je lui demandais de ressentir la joie et la gratitude, comme si cela était déjà vrai. Au début, il pleurait, car la réalité de son lit d'hôpital semblait contredire cette vision. Mais je le s'y encourageais. Insiste. Répète. Ce que tu nourris finira par s'y imprimer. Il persista. Et peu à peu, son corps répondit. Les médecins furent stupéfaits de ses progrès. En moins d'1 an, il retrouva non seulement sa mobilité, mais il participa de nouveau à des compétitions. Ce qu'il avait vécu dans son esprit, son corps finit par l'accomplir. Voilà la loi immuable. Le subconscient accepte l'image répétée avec émotion et agit silencieusement pour la matérialiser dans le monde physique. Chapitre 30. La parole est un pouvoir créateur. Chaque mot que tu prononces est une vibration qui s'imprime dans ton subconscient et dans celui des autres. Ce que tu dis souvent devient une semence vivante qui tôt ou tard portera ses fruits. Beaucoup se détruisent sans le savoir, simplement par l'usage inconscient de leurs paroles. Je me souviens d'une femme qui venait régulièrement me consulter. Elle souffrait de migraines chroniques, de problèmes digestifs et d'une fatigue constante. Mais ce qui m'interpella le plus, c'était son langage. Chaque fois que je lui posais une question, elle répondait par des phrases comme « Je suis épuisée, je suis malade de tout ça. Rien ne marche jamais pour moi. » Jour après jour, elle répétait ces mots, sans se rendre compte qu'elle donnait ainsi des ordres directs à son subconscient. Et son corps, obéissant, matérialisait fidèlement ses instructions. Je lui fis remarquer, vos paroles ne sont pas de simples expressions. Elles sont des commandements, et votre subconscient les exécute avec une précision absolue. Nous travaillâmes alors à transformer son langage. Au lieu de répéter des mots de faiblesse, elle commença à affirmer doucement, je suis pleine de vitalité. Mon corps retrouve chaque jour sa force. La vie me soutient. Au début, elle se sentait ridicule. Mais avec le temps, elle constata une amélioration notable de son état de santé et de son énergie. La leçon est claire. Ce que tu dis devient ta réalité. Choisis donc tes mots avec autant de soin que tu choisis les aliments qui nourrissent ton corps. Chapitre 30. Même les mots dits à la légère, même les plaisanteries, laissent une empreinte dans le subconscient. Car celui-ci ne distingue pas le sérieux de l'humour, il enregistre simplement ce qu'il entend avec répétition et émotion. Je me souviens de un homme cultivé et plein d'esprit qui avait laissé habitude de dire en riant « Je perds la tête. Ma mémoire me lâche. Je deviens fou. » Il répétait ces phrases plusieurs fois par jour, sans y prêter attention. Pendant des années, son entourage riait avec lui. Mais son subconscient, lui, ne riait pas. Il enregistrait fidèlement chaque mot comme un ordre. Au fil du temps, cet homme développa de graves troubles de mémoire et des symptômes de confusion mentale. Les médecins attribuèrent cela à l'usage. Mais je savais que la véritable cause se trouvait dans les instructions répétées qu'il avait données à son esprit profond. Lorsque je lui expliquai ce mécanisme, il fut bouleversé. Il entreprit alors de changer son langage, en remplaçant ses vieilles plaisanteries par de nouvelles affirmations. Ma mémoire est claire et vive. Mon esprit est lumineux et ordonné. Chaque jour, mes pensées sont plus précises et créatives. Peu à peu, son état s'améliora. Il retrouva confiance et vitalité mentale. Cette histoire nous enseigne une vérité simple mais capitale. Il n'existe pas de paroles insignifiantes. Chaque mot est une semence.
Et le subconscient, fidèle jardinier, la fera croître, que tu le veuilles ou non. Chapitre 30. Il n'y a pas que tes propres paroles et pensées qui influencent ton subconscient. Les croyances collectives, l'opinion des masses et l'atmosphère psychique d'une époque s'impriment aussi dans ton esprit, si tu n'y prends pas garde. Durant la guerre, j'observais un phénomène troublant. Beaucoup de personnes, même loin du front, développaient des maladies, des angoisses ou des comportements destructeurs. Pourquoi? Parce qu'elles vivaient plongées dans un climat collectif de peur, de pénurie et de mort. Chaque journal, chaque conversation, chaque affiche répétait « Le danger est partout. L'avenir est sombre. La misère est inévitable. » Et le subconscient des foules, saturé de ces images, commençait à les manifester dans la vie quotidienne. Je me souviens d'un commerçant qui, avant la guerre, prospérait merveilleusement. Mais dès que la peur collective de la faillite se répandit, il s'y abandonna lui aussi. Chaque soir, il se disait « Tout va s'y effondrer. Je ne sais aucune chance. » En quelques mois, son commerce déclina, exactement comme il l'avait redouté. Pourtant, à la même époque, d'autres, qui refusaient d'absorber ces images collectives, connurent le succès. Je connus un homme qui, au lieu de céder à la peur, s'endormait chaque nuit en remerciant pour l'abondance et la sécurité. Son affaire, au lieu de s'effondrer, prospéra même au cœur de la crise. Voilà une loi universelle. Si tu permets aux croyances collectives de pénétrer ton subconscient, tu vivras la vie des foules. Mais si tu gardes ta vision intérieure claire, nourrie d'émotions et de foi, ton subconscient créera pour toi une réalité différente, même au milieu du chaos. Chapitre 30. La question est donc la suivante. Comment se protéger des influences négatives extérieures? Car il est impossible d'éviter totalement l'opinion des foules, les nouvelles sombres ou les conversations chargées de peur. Mais tu peux décider de ne pas les laisser pénétrer ton subconscient. La première clé est la vigilance intérieure. Chaque fois que tu entends une affirmation négative, refuse immédiatement de l'accepter comme vérité. Réponds intérieurement. Cela peut être vrai pour deux autres, mais pas pour moi. Ma vie est guidée par une loi supérieure. La deuxième clé est la sélection consciente de tes sources d'influence. Choisis avec soin ce que tu lis, ce que tu écoutes, les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Tout cela est une nourriture psychique qui nourrit ton subconscient, qu'elle soit saine ou toxique. La troisième clé est l'affirmation quotidienne de la vérité intérieure. Chaque matin et chaque soir, déclare avec conviction des paroles qui affirment la vie, la prospérité, la paix. Ainsi, tu renforces ton subconscient comme une forteresse imprenable. Je me souviens d'une femme qui, au milieu d'une crise économique, refusa d'absorber la peur environnante. Tandis que tout le monde répétait « c'est à la ruine ». Il n'y eut plus d'espoir. Elle affirmait calmement « La richesse de Dieu circule à travers moi. Rien ne peut me manquer ». Son subconscient, nourri de cette conviction, ouvrit pour elle des opportunités inattendues. Alors que beaucoup perdaient tout, elle prospérait en paix. Souviens-toi, tu ne peux pas contrôler ce que disent les foules, mais tu peux choisir ce que ton subconscient accepte comme vrai. Et ce choix détermine ta destinée. Chapitre 30. Un soir à Los Angeles, je fus invité à rencontrer un médecin réputé pour ses guérisons étonnantes. Je le trouvais assis auprès d'un patient très affaibli. Il ne prescrivait aucun médicament. Il ne posait aucun diagnostic technique. Il se contentait de tenir doucement la main du malade, les yeux fermés, en silence, intrigué. Je lui demandai ensuite « Docteur, que faites-vous exactement ?» Il me répondit avec un sourire paisible. Je projette dans son esprit l'image de la santé parfaite. Je vois ses organes fonctionner harmonieusement. Je le vois déjà rétabli. Je parle non pas à son corps malade, mais à son subconscient qui connaît la perfection. Et de fait, beaucoup de ses patients retrouvaient la santé là où la médecine ordinaire avait échoué. Ce médecin avait compris un principe essentiel. Le subconscient d'une personne peut influencer le subconscient d'une autre. Quand une conviction profonde de guérison est projetée avec amour et foi, elle est reçue par l'esprit de l'autre, comme une semence vivante. Voilà pourquoi la prière pour autrui a un pouvoir immense. Quand tu pries pour un être cher, n'implore pas la guérison comme si elle manquait encore. Vois-le déjà debout, rayonnant de vie. Recense la gratitude, comme si le miracle était accompli. Et transmets cette conviction au subconscient universel, qui relie tous les êtres. Je l'ai fait vu à maintes reprises. Un cœur rempli de foi et d'amour peut traverser toute distance et éveiller en l'autre une force de régénération insoupçonnée. Chapitre 30. Il existe une vérité subtile que beaucoup ignorent.
Tu n'as pas besoin de parler directement à une personne pour influencer son subconscient. Tes pensées, si elles sont claires, chargées d'amour et de conviction, voyagent silencieusement et atteignent leur esprit intérieur. J'ai connu un homme dont la relation avec son frère était rompue depuis plus de 10 ans. Chaque rencontre finissait en dispute. Chaque lettre restait sans réponse. Désespéré, il me demanda conseil. Je lui dis, ne cherche plus à convaincre ton frère par des mots. Adresse-toi à son subconscient. Chaque soir avant de dormir, vois-le venir vers toi avec affection. Entends-le t'appeler mon frère bien-aimé. Ressens la joie de la réconciliation, comme si elle était déjà réelle. Il suivit fidèlement cette pratique. 3 semaines plus tard, son frère lui fait appel soudain. Avec une voix émue, « J'eussais pensé à toi toute la nuit. Pardonne-moi. » Le subconscient, relié à la source universelle, ignore les distances et les barrières. Quand tu nourris des images de paix et d'harmonie, elles agissent silencieusement dans le champ invisible et finissent par se manifester dans le monde visible. Souviens-toi donc, la prière la plus puissante n'est pas celle qui supplie avec angoisse, mais celle qui voit déjà accompli le résultat désiré et qui l'offre dans le silence sacré de l'amour. Chapitre 36. Observe ta vie un instant. Les personnes que tu rencontres, les circonstances que tu traverses, tes relations, ta situation matérielle et même ton état de santé, tout cela est le miroir fidèle de tes croyances profondes. Le subconscient est comme un aimant invisible. Il attire dans ton existence ce qui correspond à tes convictions les plus intimes, qu'elles soient conscientes ou non. Si tu crois avec émotion que la vie est une lutte pénible, tu attireras sans cesse des situations qui confirmeront cette croyance. Si au contraire tu entretiens l'idée que l'abondance et l'amour sont ton droit naturel, ton subconscient organisera les circonstances pour que cette vérité se manifeste. Un jeune homme vint un jour me voir, découragé. « Je ne comprends pas, disait-il. Je travaille dur, mais chaque fois que je m'approche du succès, tout s'effondre. » En explorant son passé, nous découvrîmes que sa mère répétait souvent « Les riches sont forcément malhonnêtes. Le succès corrompt toujours. » Ces paroles, répétées avec émotion dans son enfance, étaient devenues des ordres gravés dans son subconscient. Ainsi, chaque fois qu'il approchait de la réussite, son propre esprit intérieur sabotait ses efforts pour rester fidèle à cette programmation. Lorsque nous commençâmes à reprogrammer cette croyance, en affirmant chaque soir avant le sommeil, la richesse et l'intégrité marchent ensemble dans ma vie. Le succès me rend plus généreux et plus honnête. Son subconscient accepta peu à peu cette nouvelle vérité. 1 an plus tard, son entreprise prospérait et il vivait en paix avec la richesse, qu'il voyait désormais comme une expression de la bonté divine. Chapitre 3. Il existe une clé d'effort que peu de personnes connaissent. Le subconscient ne fait pas de différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines avec intensité et émotion. Pour ton esprit intérieur, une image mentale claire et chargée de sentiments est aussi réelle qu'un événement physique. Voilà pourquoi les visualisations, lorsqu'elles sont faites avec conviction, ont un pouvoir créateur immense. J'ai vu des malades condamnés par la médecine se rétablir simplement parce qu'ils se voyaient déjà en parfaite santé, marchant librement, respirant profondément, souriant à la vie. Le subconscient recevait ces images comme des ordres et déclenchait des processus de guérison invisibles, mais bien réels. Souviens-toi, si tu veux transformer ta vie, ne te contente pas de désirer ou d'espérer. Vois-toi déjà dans la situation que tu souhaites vivre. Ressens les émotions que tu éprouverais si ton rêve était accompli. Entends les voix, vois les couleurs, sens les parfums, comme si tout était déjà présent. Car ce que tu imagines, intensément et avec gratitude, ton subconscient le considère comme actuel. Et il mettra tout en œuvre pour le manifester dans le monde visible. Chapitre 30. Un soir, tandis que je contemplais les étoiles, une révélation me fit envahir avec une clarté éclatante. Le subconscient n'est pas seulement une fonction intérieure. Il est notre lien direct avec l'infini, avec l'intelligence universelle que beaucoup appellent Dieu. Il est le pont entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin. C'est par lui que les prières véritables prennent vie. La prière authentique n'est pas une supplique angoissée, adressée à une force extérieure. C'est une sensation profonde de gratitude, comme si ton désir était déjà accompli. Lorsque tu pries de cette façon, tu n'implores pas, tu reconnais et tu actives le pouvoir créateur de ton subconscient. Ainsi, ne dis pas « Seigneur, donne-moi la santé », mais plutôt « Merci », car la santé parfaite se manifeste en moi maintenant. Ne supplie pas pour l'abondance,
Je veux plus divergent. Je veux prospérer. Mais déclare, je rends grâce. Car le si abondance circule librement dans ma vie. Cette gratitude anticipée est la clé. Elle installe dans ton subconscient la conviction que ce que tu désires est déjà une réalité. Et ton esprit intérieur, uni à l'infini, organise les circonstances pour en manifester l'expression visible. Chapitre 39. Beaucoup de personnes vivent enchaînées, non pas par les circonstances extérieures, mais par des programmations invisibles, implantées dans leur subconscient depuis l'enfance ou lors de moments de grande vulnérabilité. Un mot répété par un parent, une critique brutale de fait un professeur, une humiliation vécue à l'adolescence. Tout cela devient des ordres silencieux qui continuent d'agir des décennies plus tard. Ainsi, une femme qui a entendu toute son enfance « Tu n'es bonne à rien » lutte à l'âge adulte pour croire en sa valeur. Un homme dont le père répétait « L'argent est la racine de tout mal » se retrouve inconsciemment à saboter chaque opportunité de prospérité. Le subconscient est loyal. Il ne juge pas, il ne analyse pas. Il ne se demande pas si une croyance est juste ou fausse, bénéfique ou destructrice. Il obéit simplement aux ordres qui y ont été gravés. C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes, malgré leur intelligence, leurs efforts et leur sincérité, répètent encore et encore les mêmes échecs, sans comprendre que le véritable obstacle ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la programmation intérieure. La bonne nouvelle est que ces croyances ne sont pas gravées dans la pierre. Elles peuvent être remplacées par de nouvelles vérités, semées avec constance et émotion. Et lorsque le subconscient accepte une nouvelle conviction, la vie entière se réorganise pour lui obéir. Chapitre 40. Je me souviens d'un jeune entrepreneur qui vint à moi, le visage marqué par la fatigue et la frustration. Il se l'est tout essayé, me dit-il. Formation, stratégie, partenariat. Mais chaque fois que je m'approche du succès, quelque chose s'effondre. C'est comme si une force invisible me tirait en arrière. En explorant son histoire, nous découvrîmes la racine de ce blocage. Dans son enfance, il avait entendu sa mère répéter encore et encore « Le petit argent est la racine de tous les maux. Les riches exploitent toujours les pauvres. » Ces phrases, imprégnées de l'autorité et de l'émotion maternelle, étaient devenues des lois dans son subconscient. Et ce gardien intérieur, obéissant à ses ordres, sabote inconsciemment chaque opportunité de prospérité. Je lui enseignai un exercice simple mais puissant. Chaque soir, juste avant de s'endormir, ce moment sacré où les portes du subconscient s'ouvrent, il devait répéter avec sentiment « La richesse et la bonté circulent ensemble dans ma vie. L'argent me rend plus généreux et me permet de servir davantage. Je prospère en paix et en harmonie avec tous. » Il persévéra, même quand son esprit critique murmurait « Ce ne fait pas vrai », car ce n'était pas sa logique qu'il reprogrammait, mais son subconscient. 1 an plus tard, sa vie avait radicalement changé. Son entreprise prospérait, ses revenus avaient triplé, et surtout il se sentait libre intérieurement. Il ne craignait plus la richesse, car il l'associait désormais à l'intégrité et à l'amour. C'est ainsi que le subconscient, une fois réorienté, devient le plus fidèle allié de la prospérité. Chapitre 40. Le subconscient ne distingue pas entre une expérience réellement vécue et une expérience intensément imaginée. Pour lui, toute image claire et chargée d'émotions est un ordre, une réalité présente qu'il doit matérialiser. Voilà pourquoi la visualisation est une clé d'or. Lorsque tu crées dans ton esprit une scène précise, détaillée, accompagnée de gratitude et de foi, ton subconscient accepte cette image comme un fait accompli. Puis, silencieusement, il met en mouvement les forces nécessaires pour la transformer en expérience concrète. J'ai vu des malades se rétablir simplement parce qu'ils se voyaient déjà guéris, marchant, respirant, vivant pleinement. J'ai vu des personnes sans ressources s'élever vers l'abondance, parce qu'elles se visualisaient chaque soir comme déjà prospères. J'ai vu des relations brisées se réconcilier parce que l'un des deux voyait déjà l'harmonie restaurée. La visualisation n'est pas une fantaisie, c'est une programmation. C'est le langage naturel par lequel le subconscient reçoit ses ordres. Mais il y a une condition essentielle. Tu dois ressentir l'image comme réelle, ici et maintenant. Ne te contente pas de voir. Entre dans la scène. Vis-la avec tes 5 sens. Ressens la joie, l'amour, la paix, comme si c'était déjà là. Car ce que tu vis intérieurement avec intensité, tu finiras par le vivre extérieurement avec évidence. Chapitre 40. Je me souviens d'un homme simple, employé dans un petit bureau, qui rêvait depuis l'enfance de voyager autour du monde.
Mais son salaire modeste, ses responsabilités familiales et son absence d'économie rendaient ce rêve apparemment impossible. Un soir, après une de mes conférences, il vint me voir et me dit avec mélancolie: « J'eussais toujours désiré voir les grandes merveilles de la terre, mais je sais que je n'y s'en aurais jamais les moyens. » Je lui répondis doucement: « Ce que tu dis est un ordre à ton subconscient. Et tant que tu s'affirmes ainsi, il restera vrai pour toi. Mais si tu acceptes de nourrir une nouvelle image, ton gardien intérieur trouvera le chemin. » Je lui enseignai alors à pratiquer la visualisation créatrice. Chaque soir, avant de s'y endormir, il devait se voir déjà en voyage. Il imaginait l'odeur de la mer, le bruit des vagues, le frisson d'un avion qui décolle, les conversations dans des langues étrangères, les paysages lointains. Il devait ressentir la joie et la gratitude, comme si tout cela se produisait maintenant. Il suivit ses instructions avec constance, malgré les moqueries de ses collègues. Quelques mois plus tard, une série de coïncidences étonnantes se produisit. Un ami lui proposa un poste temporaire dans une compagnie maritime, qui l'emmena en Europe. Puis, grâce aux contacts qu'il y fit, d'autres opportunités surgirent. En moins de 2 ans, il avait parcouru plusieurs continents. Quand il me revit, ses yeux brillaient. Ce que je vivais chaque soir dans mon imagination est devenu ma vie réelle. Voilà la puissance de la visualisation. Elle transforme le rêve en réalité tangible, quand elle est pratiquée avec émotion et persévérance. Chapitre 40. Le subconscient agit toujours selon une loi immuable. Il ne fait preuve ni de favoritisme, ni de compassion, ni de jugement moral. Il ne récompense pas certains et ne punit pas d'autres. Il obéit simplement aux images et aux émotions que tu lui présentes avec constance. Beaucoup s'étonnent de voir des personnes bonnes et généreuses vivre dans la souffrance, tandis que d'autres, apparemment indifférentes ou dures, prospèrent. Mais il ne s'agit pas d'une injustice divine. C'est l'application neutre de la loi. Celui qui nourrit des images de peur, de maladie et de manque récoltera ses fruits, même s'il est vertueux en apparence. Celui qui nourrit des images de santé, de réussite et de confiance récoltera ses fruits, même si son caractère semble imparfait. Je me souviens d'un homme honnête, travailleur, respecté par son entourage. Pourtant, il échouait dans toutes ses entreprises. Chaque fois qu'il lançait un projet, une circonstance imprévue venait le ruiner. En parlant avec lui, je découvris son secret. Il répétait sans cesse, presque machinalement: « Dans ma famille, tout finit toujours mal. Nous n'y avons jamais eu de chance. » Cette phrase, répétée depuis son adolescence, était devenue une loi gravée dans son subconscient. Et celui-ci, fidèle à sa mission, s'arrangeait pour que chaque projet confirme cette croyance. Quand il comprit cela, il fut bouleversé. Nous travaillâmes à remplacer cette affirmation destructrice par une nouvelle vérité. Je suis guidé par l'infinie intelligence divine. Chaque projet que Justin prend réussit et prospère. Il persista avec constance, et peu à peu, son destin changea. Ses affaires commencèrent à fleurir, et il découvrit en lui une confiance nouvelle. Voilà la leçon. Le subconscient ne fait pas de exception. Il agit toujours selon la loi. À toi de choisir quelles images et quelles paroles tu veux lui offrir. Chapitre 40. Une seule croyance, lorsqu'elle est profondément ancrée dans le subconscient, peut transformer toute une existence. Je me souviens de une femme simple, sans grande instruction ni fortune, qui répétait depuis son enfance une phrase que sa grand-mère lui avait transmise. « Je suis toujours protégée. La vie me garde en sécurité. » Elle prononçait ces mots chaque matin et chaque soir, avec une conviction douce mais inébranlable. Cette affirmation devint pour elle une vérité intérieure absolue. Les événements de sa vie confirmèrent cette foi. Alors qu'elle traversait des situations dangereuses, un accident de voiture, une tentative de cambriolage, une maladie soudaine, elle en sortit toujours indemne, parfois de manière que les témoins qualifiaient de miraculeuse. Mais ce n'était pas un miracle au sens surnaturel. C'était la loi du subconscient, appliquée à travers une conviction simple et répétée. Son gardien intérieur, obéissant à l'ordre « Je suis protégé », orchestrait les circonstances pour que cette protection se manifeste. Elle me dit un jour avec un sourire paisible: « Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je sens toujours une main invisible me guider. » Ce témoignage illustre une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin de 1000 affirmations compliquées. Une seule conviction, claire et profondément ressentie, suffit à réorienter le cours de ton destin. Chapitre 40. Le subconscient ne réagit pas seulement aux mots directs, mais aussi aux images symboliques,
aux histoires et même aux rêves. Il comprend le langage des paraboles, des métaphores et des visions intérieures mieux que celui de la logique froide. C'est pourquoi les anciens sages enseignaient par fables et symboles. Ils savaient que ces images parlaient directement au subconscient, au-delà du mental rationnel. Je me souviens d'un homme qui traversait une grande crise personnelle. Il rêva une nuit qu'il se noyait dans une mer agitée, puis qu'une lumière brillante surgissait et le portait doucement vers le rivage. Au réveil, il me raconta ce rêve avec émotion. Je lui expliquai. Ton subconscient t'a donné une image. La mer représente tes peurs. Et la lumière est ta foi intérieure. Si tu acceptes cette vision, elle deviendra ton salut. Il décida de méditer chaque soir sur cette image. Il se voyait entouré de lumière, porté par une force invisible qui le guidait vers la sécurité. Peu à peu, son angoisse disparut, ses affaires s'améliorèrent et sa vie retrouva l'équilibre. Ce rêve n'était pas une simple illusion nocturne. C'était un symbole, une parabole envoyée par son subconscient pour lui montrer le chemin. Souviens-toi, ton subconscient adore les images et les symboles. Chaque fois que tu veux lui transmettre un message, fais-le à travers une vision claire, une histoire, une métaphore. Il les acceptera avec plus de puissance qu'un discours logique. Chapitre 40. Les rêves sont des fenêtres ouvertes sur le subconscient. Ils révèlent souvent l'état réel de nos croyances profondes, celles que nous ignorons ou que nous cachons à notre esprit conscient. J'ai connu une femme qui se plaignait de ne jamais réussir à maintenir une relation amoureuse stable. Elle me disait « Je désire sincèrement un mariage heureux, mais chaque relation se effondre tôt ou tard. » Une nuit, elle fit un rêve troublant. Elle se voyait approcher d'une belle maison, mais chaque fois qu'elle essayait d'entrer, les portes se fermaient brusquement devant elle. Quand elle me raconta ce rêve, je lui dis « Cette maison représente l'amour et la sécurité que tu désires. Mais ton subconscient, rempli de peur ou de croyances anciennes, ferme les portes. C'est lui qui te bloque, non pas la vie. » En réfléchissant, elle se souvint que, dans son enfance, sa mère lui répétait souvent « Les hommes abandonnent toujours. Ne fais jamais confiance. » Ces paroles, gravées profondément en elle, étaient devenues une loi intérieure, reproduite inconsciemment dans toutes ses relations. Une fois consciente de cette programmation, nous travaillâmes à la remplacer. Chaque soir avant de dormir, elle visualisait la même maison, mais cette fois les portes s'ouvraient grandes, et elle entrait avec joie pour y trouver chaleur et amour. Quelques mois plus tard, elle rencontra un homme avec qui elle vécut une relation stable et heureuse. Ainsi, son rêve avait révélé la croyance limitante cachée, et la visualisation consciente avait réécrit son destin. Chapitre 40. Le subconscient est littéral. Il ne comprend ni l'ironie, ni le sarcasme, ni les négations. Il enregistre les mots et les images telles qu'ils lui sont donnés, sans filtre, sans humour, sans subtilité. Ainsi, quelqu'un qui répète souvent en plaisantant « Je suis idiot ou je perds toujours » imprime malgré lui ses ordres dans son esprit profond. Peu importe qu'il le dise, pour rire, le subconscient ne rit pas, il obéit. De même, les affirmations formulées avec des négations créent souvent l'effet contraire. Si tu dis « je ne veux pas être pauvre », ton subconscient retient surtout l'image de la pauvreté. Si tu répètes « je ne veux pas tomber malade », il enregistre l'image de la maladie. Le subconscient ne traite pas le mot « ne ». Il ne saisit pas l'absence. Il ne perçoit que la présence de l'image évoquée. Voilà pourquoi il est si important de formuler tes affirmations de manière positive et directe. Ne dis pas « je ne veux plus souffrir », mais plutôt « je vis dans la paix et la joie ». Ne dis pas « je ne veux pas du échec », mais plutôt « je réussis dans tout ce que j'eusse entreprend ». Souviens-toi, ton subconscient est comme un enfant obéissant qui exécute fidèlement ce que tu lui dis. Parle-lui donc avec clarté, positivité et amour. Et il fera de ces paroles la substance de ta vie. Chapitre 40. Je me souviens de un homme qui, toute sa vie, répétait machinalement « Je ne sais pas de chance. Rien ne marche jamais pour moi. » Au début, il le disait comme une simple habitude de langage. Puis, avec les années, cette phrase devint sa réalité quotidienne. Il perdait ses emplois, ses affaires échouaient, ses relations se brisaient, et il soupirait à chaque fois. « C'est ma malchance. » Un jour, il assista à l'une de mes conférences et comprit que ce qu'il appelait malchance n'était rien d'autre que le fruit des ordres qu'il donnait à son subconscient. Il avait programmé son gardien intérieur pour créer des circonstances malheureuses. Décidé à changer, il commença un nouvel exercice. Chaque fois qu'il se surprenait à dire ou penser « je ne fiais pas de chance », il se arrêtait immédiatement et affirmait avec force
La chance divine me accompagne partout. Chaque jour, de merveilleuses opportunités se présentent à moi. Tout ce que je fais prospère et s'y fait épanoui. Au début, ses amis se moquaient de lui. Mais il persista, car il savait que ce n'était pas à eux qu'il parlait, mais à son subconscient. Quelques mois plus tard, sa vie prit un tournant inattendu. Il trouva un nouvel emploi dans des conditions idéales, rencontra de nouvelles relations positives, et ses finances commencèrent à s'améliorer. Avec un sourire radieux, il me dit un jour, « Vous aviez raison. Ce que je appelais malchance était simplement ma propre programmation. Maintenant je crée ma chance. » Cette histoire prouve une vérité universelle. La chance n'est pas un caprice du destin, mais le reflet des croyances et des images que tu nourris dans ton subconscient. Chapitre 40. Ton esprit est comme un jardin. Si tu y plantes consciemment des graines de paix, de joie, de prospérité et d'amour, ton subconscient les fera germer et croître en abondance. Mais si tu négliges ce jardin, il ne restera pas vide. Les mauvaises herbes des pensées collectives et des influences extérieures l'envahiront. Beaucoup de gens se plaignent de vivre dans la peur, le doute ou le manque. Mais en vérité, ils n'ont jamais pris le temps de choisir consciemment ce qu'ils sèment dans leur esprit. Ils laissent les journaux, les conversations négatives, les souvenirs douloureux semer des graines étrangères dans leur subconscient. Et ce jardin intérieur finit par produire des fruits amers. Je me souviens d'un jeune homme brillant qui me disait « Ma vie est un chaos. Je ne comprends pas pourquoi. » En l'écoutant, je découvris qu'il passait ses journées à critiquer, à se plaindre, à nourrir des images de peur. Son subconscient, fidèle à ses semences, ne pouvait que refléter ce désordre. Lorsqu'il commença à cultiver consciemment son esprit, en répétant des affirmations positives, en nourrissant des images d'harmonie et en pratiquant la gratitude, sa vie changea progressivement. Son jardin intérieur, purifié des mauvaises herbes, devint une source de paix et d'abondance. Souviens-toi, ton subconscient est une terre fertile. Tu récolteras toujours ce que tu y as semé, consciemment ou non. À toi de décider si tu veux un champ d'épines ou un jardin de fleurs. Chapitre 5. Je vais maintenant te proposer un exercice simple, mais d'une puissance immense, l'exercice du jardin intérieur. Assieds-toi chaque soir, dans le calme. Ferme les yeux et imagine ton esprit comme un vaste jardin. Vois le sol fertile, prêt à recevoir des semences. Puis, observe attentivement tes pensées du jour. Chaque pensée est une graine. Si c'est une pensée de peur, de doute ou de haine, imagine-la comme une mauvaise herbe. Arrache-la doucement et jette-la hors de ton jardin. Si c'est une pensée de paix, de confiance ou d'amour, vois-la comme une belle graine lumineuse. Plante-la soigneusement dans ton sol intérieur. Arrose-la de gratitude et voilà déjà pousser en une fleur éclatante. Pratique cet exercice chaque soir. En quelques semaines, tu sentiras un changement subtil. Ton esprit deviendra plus clair, plus léger, plus serein. Ton subconscient, nourri de ces semences conscientes, commencera à manifester dans ta vie extérieure un véritable printemps d'harmonie et d'abondance. Ne oublie jamais, tu es le jardinier de ton âme. Si tu n'entretiens pas ton jardin, d'autres le feront à ta place. Mais si tu cultives avec amour les semences de la joie, ton subconscient transformera ta vie en un paradis. Chapitre 5. Je me souviens d'un homme qui, depuis plusieurs années, vivait dans une profonde dépression. Chaque jour, il se levait avec un poids écrasant sur la poitrine. Il répétait souvent « Ma vie est sombre, rien ne ça de sens ». Il avait consulté des médecins, pris des traitements, mais rien ne semblait lui rendre la joie. Lorsque je lui parlais de l'exercice du jardin intérieur, il accepta de l'essayer, bien qu'avec scepticisme. Chaque soir, il s'asseyait, fermait les yeux et observait ses pensées. Au début, il ne voyait que mauvaises herbes, des images de découragement, de peur, de désespoir. Mais je lui dis, peu importe si ton jardin est envahi de phytépines, commence simplement à en arracher une chaque jour et à planter une graine de lumière. Alors, chaque nuit, il choisissait consciemment une pensée nouvelle, même minuscule, comme « Je suis capable d'un pas de plus » ou « Une lumière existe encore en moi ». Il imaginait entrer dans son jardin comme une graine brillante qu'il arrosait de gratitude. Au fil des semaines, son attitude changea subtilement. Il se surprenait à sourire sans raison. Ses proches remarquèrent une lueur nouvelle dans ses yeux. En quelques mois, il retrouva non seulement la joie de vivre, mais il développa une créativité qu'il ignorait jusque-là. Il commença à peindre, à écrire,
et à partager son expérience avec d'autres. Un jour, il me dit avec émotion, « Mon jardin intérieur est redevenu un lieu de fleurs et de lumière. » C'est là que ma guérison a commencé. Cette histoire illustre une vérité essentielle. La transformation n'exige pas un effort violent. Il suffit de semer chaque jour, avec constance et amour, une graine nouvelle. Chapitre 5. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'il faut passer des heures en méditation ou en affirmation pour transformer leur vie. Mais la vérité est plus simple. Même 5 minutes d'imagination constructive par jour suffisent pour remodeler lentement mais sûrement ton existence. Ton subconscient n'a pas besoin de longues explications. Il réagit à l'image claire, répétée avec émotion. 5 minutes bien concentrées, vécues avec intensité, valent plus que des heures d'efforts mécaniques ou distraits. Je dis souvent, la qualité prime sur la quantité. Un seul instant où tu ressens profondément la joie de ton désir accompli est comme une semence puissante plantée dans ton jardin intérieur. Et cette semence, même minuscule, contient en elle la force de se développer et de porter ses fruits. Je me souviens d'hier un étudiant qui, faute de temps, me dit un jour, « Je ne fais que quelques minutes libres le soir. » Est-ce suffisant? Je lui répondis. Utilise ces minutes comme si elles étaient sacrées. Dans le silence de ton esprit, crée une image claire de ton but déjà réalisé. Ressens la gratitude comme si tout était accompli. Il le fit fidèlement, à raison de 5 minutes chaque soir. En quelques mois, il vit sa vie changer. Ses études s'améliorèrent, il attira de nouvelles amitiés et sa confiance grandit. Ce n'était pas la durée, mais l'intensité de son exercice qui avait imprimé la nouvelle conviction dans son subconscient. Souviens-toi, ce qui compte n'est pas combien de temps tu pratiques, mais avec quelle foi, quelle clarté et quelle émotion tu le fais. Chapitre 5. Une femme va me voir, accablée par les tensions constantes dans sa famille. Chaque repas se transformait en dispute, chaque rencontre en conflit. Elle me dit avec désespoir, « J'eusse essayé de parler, de convaincre, de raisonner, mais rien ne change. » Je lui expliquais que son erreur était de lutter contre les apparences, au lieu de transformer l'image qu'elle entretenait dans son subconscient. Je lui enseignais alors une pratique simple. Chaque soir, avant de t'endormir, réserve quelques minutes pour visualiser ta famille dans la paix et les harmonie. Imagine-les souriant, riant ensemble, partageant un repas dans la sérénité. Ressens profondément la gratitude, comme si c'était déjà une réalité. Elle s'exclama, « Mais ce serait mentir. Ce ne fait pas la vérité. » Je lui répondis doucement, « Ce que tu vis n'est qu'une projection de ce qui est gravé dans ton subconscient. Si tu continues à nourrir les images de disputes, elles se répéteront indéfiniment. Mais si tu introduis de nouvelles images imprégnées de paix, ton subconscient les acceptera et finira par les manifester. » Moi, sais-tu introduit de nouvelles images imprégnées de paix? Elle suivit fidèlement l'exercice, 5 à 10 minutes chaque soir. Au début, elle se sentit ridicule, car les disputes réelles continuaient. Mais après quelques semaines, elle remarqua un changement subtil. Les cris diminuaient, les conversations plus calmes apparaissaient. Quelques mois plus tard, la transformation était remarquable. Elle me dit avec émotion, « Docteur, ma maison est devenue un sanctuaire de paix. Ce que je imaginais chaque soir est maintenant ma réalité. » Son expérience prouve une fois de plus que le subconscient ne fait pas la différence entre une scène réelle et une scène intensément imaginée. Il obéit simplement à l'image dominante que tu lui présentes, surtout dans l'état de détente précédant le sommeil. Chapitre 5. Il existe un secret que beaucoup négligent, mais qui détermine la vitesse avec laquelle tes désirs se manifestent, la gratitude. Quand tu remercies avec sincérité pour quelque chose que tu désires, comme si tu l'avais déjà reçu, tu déclenches un mécanisme puissant dans ton subconscient. La gratitude n'est pas une simple politesse, c'est une vibration créatrice. Permets-moi de être très clair. Si tu demandes avec anxiété, ton subconscient enregistre le manque. Si tu pries avec peur, il enregistre la peur. Mais si tu remercies avec joie, il enregistre la possession. C'est pourquoi je répète souvent, la gratitude est la preuve de la foi, car on ne remercie vraiment que pour ce que l'on croit déjà posséder. Je me souviens d'un homme qui souffrait depuis des années d'une maladie chronique. Chaque soir, il priait avec désespoir. « Seigneur, guéris-moi !» Mais ses prières ne faisaient que renforcer la conscience de sa maladie. Je lui enseignais à changer sa formule. Au lieu de supplier, je lui demandais de répéter intérieurement avant de dormir « Je rends grâce parce que la santé divine circule déjà dans chaque cellule de mon corps. »
et de ressentir la joie d'être en parfaite santé. En quelques mois, sa condition s'améliora au point de surprendre ses médecins. Ce n'était pas un miracle dans le sens mystique, mais la loi naturelle du subconscient, qui avait reçu une nouvelle instruction imprégnée de foi et de gratitude. Souviens-toi, le merci est une clé dorée. Chaque fois que tu remercies sincèrement, tu indiques à ton subconscient « Ceci est déjà réel pour moi » et il se met en marche pour transformer cette conviction en expérience visible. Chapitre 5. Un homme d'affaires vint un jour à ma rencontre, accablé par des dettes et des échecs répétés. Il me dit « Docteur, je vais essayer toutes les méthodes, travailler plus, économiser, investir prudemment. Mais plus je vais essayer, plus je perds. » Je perçus immédiatement son erreur, son subconscient était saturé d'images de manque et de peur. Il se voyait sans cesse comme un homme en difficulté, et son subconscient obéissait fidèlement à cette image. Je lui proposai un exercice simple, mais révolutionnaire pour lui. Chaque matin et chaque soir, prends 5 minutes pour remercier sincèrement l'univers pour une prospérité déjà présente. Ne parle pas de dette, ne pense pas à perte. Visualise tes comptes remplis, tes affaires florissantes, et dis intérieurement avec conviction « Je rends grâce pour l'abondance divine qui se manifeste dans ma vie maintenant ». Au début, il doutait, mais je lui expliquais « Ce qui compte, ce n'est pas que tu y crois totalement dès le premier jour. C'est quoi que tu imprègnes ton subconscient de gratitude, comme si c'était déjà accompli. Peu à peu, il acceptera cette image comme vraie et il travaillera pour la manifester. Il persévéra. 3 semaines plus tard, une opportunité inattendue se présenta. 2 mois plus tard, son entreprise connut une expansion qu'il n'aurait jamais imaginée. Et 1 an plus tard, il m'eut fait crier. Je suis passé de la faillite à la prospérité. Ce qui a tout changé, ce n'est pas un contrat ou une invention, mais cette nouvelle habitude remercier chaque jour pour ce que je désirais comme si je l'y savais déjà. Voilà la loi, ce que tu remercies se accroît. La gratitude transforme ton subconscient en un canal ouvert, prêt à recevoir et manifester les richesses de l'univers. Chapitre 5. Beaucoup associent la gratitude uniquement à l'argent ou à la santé. Mais son pouvoir s'étend bien au-delà. Elle transforme aussi l'amour et les relations humaines. J'ai fait rencontrer une femme qui me confiait sa solitude. Personne ne me fait vraiment. Je me sens invisible. En lui écoutant, je compris que son subconscient avait été programmé depuis l'enfance avec cette croyance. Je ne mérite pas l'amour. Et ainsi, elle projetait dans le monde une vibration de manque qui éloignait les autres au lieu de les attirer. Je lui enseignais une pratique très simple. Chaque soir avant de dormir, rends grâce pour un amour déjà présent dans ta vie. Pas besoin d'une personne précise. Imagine simplement être entouré d'affection, de respect et de tendresse. Dis intérieurement, merci pour l'amour qui m'enveloppe et me comble déjà. Ressens-le comme si tu le vivais maintenant. Au début, elle me dit, mais je me sens ridicule, car ce n'est pas vrai. Je répondis, ce qui est vrai, c'est ce que ton subconscient accepte. Aujourd'hui, il croit à la solitude. Demain, il peut croire à l'amour. Tout dépend de l'image que tu lui donnes. Elle persévéra malgré ses doutes. Et peu à peu, elle commença à remarquer des changements subtils, des sourires inattendus, des conversations plus chaleureuses, une atmosphère de proximité. 1 an plus tard, elle me raconta, les larmes aux yeux, qu'elle avait rencontré un homme qui la respectait profondément et l'aimait sincèrement. Son histoire illustre une vérité universelle. La gratitude attire l'amour comme un aimant. Quand tu remercies pour un cœur déjà comblé, ton subconscient crée les conditions pour que cela devienne ta réalité. Souviens-toi, le subconscient ne connaît pas la différence entre imaginer et vivre. Si tu ressens la gratitude d'être aimé, il agit pour en faire une expérience tangible. Chapitre 5. Il existe une différence subtile, mais décisive entre demander avec besoin et remercier avec certitude. Lorsque tu demandes avec anxiété, ton subconscient entend « Cela n'existe pas encore pour moi » et il enregistre l'état de manque. Mais lorsque tu remercies avec assurance, il enregistre « Ceci est déjà réel » et il commence aussitôt à agir pour manifester cette conviction. Un étudiant me confiait « Je sais prier pendant des années pour la prospérité, mais rien ne change. » Je lui répondis « Ce n'est pas la prospérité que tu nourris, mais la conscience de pauvreté, car chaque demande insiste sur ce qui manque. Change de langage. Ne supplie plus. Dis simplement « Merci Père, car je reçois déjà l'abondance qui m'y fait appartient. » Il adopta cette pratique,
au début mécaniquement, puis avec un sentiment grandissant de certitude. Quelques semaines plus tard, il vit de nouvelles opportunités apparaître comme par enchantement. Ce n'était pas le hasard, mais le reflet exact du nouveau message inscrit dans son subconscient. Souviens-toi, celui qui remercie vit déjà dans la possession invisible, et ce qui est accepté comme invisible se matérialise tôt ou tard dans le visible. Chapitre 5. Un autre exemple éclaire cette vérité. Un jeune homme souffrait de solitude et d'échec sentimental. Il répétait sans cesse dans ses prières: « Seigneur, envoie-moi quelqu'un saint. Je ne veux plus être seul. » Mais son subconscient ne recevait que le sordre. « Je suis seul. » Et il créait encore et encore cette expérience. Je lui enseignai à transformer son approche. Chaque soir, avant de dormir, il devait répéter avec gratitude: « Merci pour l'ici amour qui me s'entoure déjà. Merci pour la personne merveilleuse qui partage ma vie avec joie. » Au début, il avoua que cela lui semblait absurde. Mais peu à peu, son cœur s'adoucit, son visage rayonna, et il commença à se comporter comme quelqu'un déjà comblé. Quelques mois plus tard, il fit la rencontre de celle qui devint sa compagne fidèle. Voilà la loi en action. La demande entretient le manque, la gratitude attire la possession. Le subconscient ne connaît pas de futur. Il agit uniquement sur l'image que tu lui offres au présent. Chapitre 59. La plupart des gens ignorent que leur subconscient travaille jour et nuit, qu'ils en soient conscients ou non. Il n'a pas de repos, pas de sommeil véritable. Il est toujours actif, fidèle serviteur qui exécute les ordres qu'on lui donne, même involontairement. C'est pourquoi il est si important de veiller aux dernières pensées avant de s'endormir. Ce moment est sacré. La porte du subconscient est grande ouverte. Tout ce que tu lui offres alors s'enregistre profondément et commence son œuvre pendant ton sommeil. Un homme me raconta que Phyllis s'endormait chaque nuit en répétant inconsciemment: « Je suis épuisé, demain sera encore pire. » Son subconscient acceptait cela comme un ordre, et ses journées étaient effectivement lourdes et sombres. Lorsque je lui conseillais de remplacer cette habitude par « Merci pour ce jour. Demain est une journée bénie remplie de paix et de force », il observa une amélioration rapide de son énergie et de son humeur. Souviens-toi, ton subconscient travaille pendant que tu dors. Assure-toi de lui donner les bonnes semences avant de fermer les yeux. Chapitre 60. Le subconscient est aussi le gardien de ton corps. Il régule tes organes, ton cœur, ta respiration, sans que tu aies besoin d'y penser. Mais il obéit également à tes croyances profondes concernant ta santé. Ainsi, celui qui répète « Je suis toujours malade » imprime cette loi dans son subconscient, qui commence à dérégler le corps pour exécuter cet ordre. À l'inverse, celui qui affirme avec conviction « Chaque cellule de mon corps vibre de vie et de santé » voit souvent son organisme répondre avec une vigueur nouvelle. J'ai connu une femme atteinte d'une affection que la médecine jugeait incurable. Chaque nuit, avant de dormir, elle affirmait avec gratitude: « La vie divine circule dans mes veines. Je suis guérie. » Peu à peu, son corps refléta la conviction de son subconscient, et elle retrouva la santé. Voilà pourquoi les paroles sont si puissantes. Elles ne sont pas de simples sons. Elles sont des ordres subconscients, qui influencent directement ton corps. Chapitre 60. Il est essentiel de comprendre que le subconscient n'oublie rien. Chaque parole, chaque émotion, chaque image est enregistrée dans ses archives. Même ce que tu crois avoir effacé de ta mémoire consciente demeure vivant dans ton esprit profond. C'est ce qui explique que des traumatismes anciens, enfouis depuis des années, continuent parfois à influencer la vie d'un adulte. Mais la bonne nouvelle est que le subconscient peut aussi être reprogrammé par de nouvelles images, plus fortes, plus lumineuses. Un homme souffrait de peur inexpliquée. En thérapie, nous découvrîmes qu'enfant, il avait vécu une scène violente qu'il avait refoulée. Son subconscient, resté figé dans cette peur, réagissait encore à l'âge adulte. À travers des affirmations et des visualisations de sécurité et de paix, il réussit à réécrire ce souvenir dans son subconscient, et sa vie changea profondément. Ainsi, rien n'est jamais perdu, même les cicatrices anciennes peuvent être guéries quand on apporte au subconscient une nouvelle semence d'amour et de vérité. Ainsi s'achève cette première partie de notre voyage à travers le pouvoir infini de l'esprit subconscient. Tu as découvert que chaque pensée, chaque image, chaque mot que tu prononces devient une semence qui façonne ton destin. Souviens-toi, tu es le jardinier de ton âme. Et chaque jour, tu choisis de planter des graines de peur ou des graines de confiance, de paix et d'abondance. Mais ceci ne est
que le début. Dans la deuxième partie, nous irons encore plus loin. Tu découvriras de nouvelles histoires, des exemples concrets et des techniques puissantes pour transformer ta santé, tes relations, ta prospérité et ta vie entière. Reste attentif. La partie 2 arrive très bientôt. Et n'oublie jamais, ton subconscient est ton allié le plus fidèle. Apprends à lui parler avec amour et il fera de ta vie un véritable miracle.